Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 30 juin, il est donc 16h03 et je suis Marie Poirier, la directrice des rédactions de la revue Espace. C'est avec un très grand plaisir que j'ouvre la quatrième édition de nos webinaires dédiés au développement touristique des destinations réalisés en partenariat avec MKG. Ces webinaires, ils sont associés à une série d'articles mensuels qui sont publiés sur le site de la revue Espace à l'adresse suivante, tourisme-espace.com. Cette série d'articles, elle nous permet à nous aussi de réaliser depuis 9 mois notre Tour de France. Alors, pas celui auquel vous pensez tous, qui prendra le départ le 4 juillet prochain à Barcelone, et durant lesquels on croise les doigts, on espère tous que le nouveau Bernard Hinault français, Paul Sexas, pourra s'illustrer. Non, notre Tour de France à nous, celui des territoires, il nous ressemble à la revue Espace. C'est un décryptage des destinations touristiques qui est réalisé par Brice Dution. Brice, qui est le président des Nouveaux Voyages Extraordinaires et qui est également l'auteur des articles publiés à raison d'un article par mois. 9 mois, 9 articles et déjà donc 9 destinations analysées avec MKG selon la méthode que Vangelis et Brice nous détailleront juste après. Avec ce dispositif spécial, la revue Espace, elle est fidèle à son ADN, c'est-à-dire être plus proche des acteurs du tourisme depuis plus de 50 ans. Avec ces webinaires, on est heureux de rassembler toute notre communauté autrement et de mettre sur le devant de la scène des territoires qui sont parfois discrets mais qui ont terriblement à dire. On le verra notamment tout à l'heure avec Mathieu et Beaune. Il est 16h05. À mes côtés, Vangelis Panayotis, président de MKG, qui est également à la jeunesse du projet. Alors, Vangelis, je ne te vois pas, mais j'espère que tu es Je suis bien. là, je suis là, C'est Marie. génial. Je viens de parler de la ligne de départ de notre Tour de France et des étapes de ce tour, mais il y a aussi une ligne d'arrivée qui sera franchie le 8 septembre prochain. Je te laisse en toucher quelques mots et surtout rappeler quel était l'objectif, la genèse de ce projet dans lequel on s'est lancé côte à côte. Oui, bien sûr. Je pense qu'on est arrivé à un moment avec un nouveau cycle qui s'ouvre devant nous, un nouveau cycle pour repenser ce qu'est le pilotage de la compétence tourisme sur les territoires, et aussi parce que le monde évolue, on doit relever ce challenge. On est dans un contexte qui parfois se complexifie en termes de accompagnement, financement public. Et on est aussi dans un monde qui devient plus complexe, parfois, en tout cas qui évolue en termes de lecture pour la mise en marché touristique des territoires. Et donc, c'est pour répondre un peu à ces enjeux, et c'est un constat collectif qu'on a effectué ensemble, Marie avec la revue Espace, avec Brice évidemment, et puis au sein des équipes d'MKG, parce qu'on accompagne aussi beaucoup les investisseurs privés. Et on pense qu'il fallait peut-être renforcer, redesigner collectivement effectivement l'évaluation, l'outil pour piloter, on va dire, dans ce nouveau monde, ce que doit être les performances touristiques d'un territoire. Donc pour ça, on a co-construit, et c'est toujours un travail qui s'enrichit au fil des mois parce qu'il est encore assez jeune. On a créé ce qu'on a appelé ce score, ce MKG Score, qui est là pour regrouper un ensemble de data disponibles sur les territoires, les contextualiser, éviter qu'il y ait une lecture en silo des sujets, et essayer maintenant de faire correspondre cette lecture d'indicateurs avec des roadmaps, des plans d'action. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, rassembler l'écosystème, les sociopros, ceux aussi sur la partie territoriale, pour qu'on arrive à ensemble créer davantage d'énergie et aligner nos enjeux pour être le plus performants, et faire en sorte que nos destinations continuent à gagner des parts de marché ou renforcent leur mise en marché touristique dans un environnement concurrentiel avec nos amis espagnols, italiens et autres. Voilà, essayons de revendiquer quelque chose en termes de pilotage qui est un peu cette particularité française. Et c'est ça qu'on essaie de co-construire ensemble. Et on prend beaucoup de plaisir dans ces webinaires, dans les interventions qu'on peut faire aux côtés de Brice, à continuer à réfléchir ensemble. Voilà. Je vous invite tous à rejoindre la dynamique et à continuer à ensemble construire voilà, ce que doivent être nos outils de pilotage de demain.
Alors, quand tu parles d'invitation, c'est pas un vain mot. Ça veut dire vraiment quelque chose. Et la ligne d'arrivée, donc on franchira tous ensemble, sera une façon de rassembler tout cet écosystème dont tu viens de parler. Ça sera le 8 septembre. Est-ce que tu peux en dire deux petits mots pour mettre un peu de, voilà, de piment dans cette invitation et donner envie à tout le monde de nous rejoindre? Ah bah, on fait les choses simples parce qu'on a quand même une culture de convivialité en France et dans d'autres pays, mais voilà, elle fait aussi partie de notre. Donc nous, on avait décidé d'ouvrir un peu, si c'est ça dont tu parles, nos bureaux Absolument. pour prendre un petit moment, faire le bilan, échanger de façon informelle, écouter aussi les retours et inviter certains à partager leurs retours, d'autres à contribuer, à questionner, parce que de toute façon, on fait ce travail collectif avec beaucoup d'humilité et on a envie de prendre le temps de construire quelque chose de solide qui va pérenniser et ouvrir une nouvelle dimension. Donc, on est très ouvert aux critiques, aux questionnements, au partage et au retour d'expérience. Et puis, comme c'est bien de le faire parfois en visio dans les webinaires, c'est bien aussi de le faire autour de quelques petites gourmandises à boire ou à Voilà. manger. Un petit verre qu'on partagera tous ensemble, donc le 8 septembre prochain, au sein de MKG, dans vos bureaux. C'est là que vous nous accueillerez. Et ça, si jamais cette invitation vous séduit et si Vangelis vous a donné envie d'y participer, je vous laisse revenir vers la rédaction de la revue Espace, voilà, vers les modalités d'inscription qui ont été les vôtres pour ce webinaire et on sera très heureux d'y donner suite. Vangelis, merci beaucoup. Maintenant, je vais céder la parole à Brice pour nous détailler donc la méthode qui est la sienne, celle avec laquelle il collabore donc avec MKG, avec ce MKG Score, mais aussi celle avec laquelle il décrypte les stratégies des destinations touristiques depuis 9 mois. Alors, Brice, je crois qu'il y a notamment trois axes, mais je te laisse en parler et détailler ce prisme que tu prends tous les mois. Ah oui, chère Marie, merci de me donner la parole. Je ne me prendrai pas pour Paul Sexas cet après-midi, donc je n'essaierai pas de faire tout seul et de faire une échappée. Donc je vais essayer de la culture du De peloton. l'équipe. Donc ça fait 9 mois, moi aussi, bien sûr, que je prends du plaisir à analyser un certain nombre de destinations et c'est pas terminé puisque je suis en train de finir les 3 derniers articles. On en parlera à la fin de ce petit webinaire. Lorsqu'on a réfléchi avec Vangelis et puis ensuite avec les équipes de la revue Espace, on s'est dit que, et je pense que beaucoup d'entre vous qui travaillent dans les territoires touristiques savent bien combien la question de l'outil de la performance et du pilotage du fait et des politiques touristiques à l'échelle des territoires est un sujet éminemment d'actualité, éminemment complexe. Et on a fait le choix d'avoir une vision euh, j'allais dire presque simple, c'est pas simpliste, mais relativement simple. En partant d'un postulat, il y a quelques questions centrales dans la vie euh, territoriale du tourisme. Et on a décomposé la réflexion autour de 3 familles de critères. La première famille de critères, c'est ce qu'on appelait l'attractivité. Et ça va porter les 3 premières questions que tu me poseras tout à l'heure. Ensuite, donc avec un certain nombre de critères, mais on voit bien que les questions d'attractivité sont au cœur de la compétitivité territoriale des touristiques. Le deuxième axe, on a fait le choix de, et c'est la marque de fabrique de MKG, de faire un focus spécifique sur les questions d'hospitalité. Tout type d'hospitalité, tout type de données, hébergement marchand et non marchand, et ce sera aussi le deuxième sujet de tes questions tout à l'heure. Et enfin, et c'est la nouveauté de ce webinaire, on a fait le choix de s'intéresser à la question des impacts du tourisme sur les territoires. Et ce sera le sujet des questions que tu poseras tout à l'heure à Mathieu. Et quand on parle à Mathieu Bruck, et quand on parle des impacts, on est parti d'un postulat simple, en tout cas au départ, en se disant on va aller chercher les données disponibles sur un certain nombre de sujets. Le premier sujet, c'est celui des retombées financières du tourisme à l'échelle d'un territoire. On a trouvé un partenaire, ça fait presque un an qu'on y travaille. Ça n'est pas simple, mais je pense qu'au mois de cet automne, on aura une annonce assez sympathique à formuler sur le sujet. Ensuite, bien sûr, les impacts écologiques, la question des empreintes touristiques à l'échelle d'un territoire. Et puis, un autre sujet des impacts qui nous intéresse fortement, c'est celui de l'emploi et l'employabilité, autrement dit, les questions sociales et sociétales liées aux activités touristiques à l'échelle d'un territoire. Bref, on est au début de cette méthodologie. On a pas mal avancé ces derniers mois. On a quelques territoires
d'expérimentation aujourd'hui, notamment sur le dernier sujet des impacts. Et ce sera l'un des sujets dont on parlera également cet après-midi. Super programme. Alors, on l'a évoqué plusieurs fois, mais sans le présenter réellement. Aujourd'hui, on est très heureux d'avoir avec nous Mathieu Bruck, qui est donc le directeur de l'Office de tourisme de Beaune et du Pays Beaunois. Il interviendra tout à l'heure pour nous apporter son propre éclairage sur la stratégie construite par Beaune autour de son image, de son identité et également notamment de sa gouvernance. Mais ça, on verra ça un peu plus tard. En tout cas, bienvenue Mathieu. Alors, avant d'échanger avec Mathieu, je propose, Brice, de te poser trois petites questions avec une tonalité un peu différente. C'est une interview vignoble et découverte que je te propose pour parler directement, concrètement de Beaune. Première question, qui paraît un peu simple, mais qui est loin de l'être, en tout cas pour la détailler. Qu'est-ce qui fait l'attractivité de Beaune? Alors d'abord, je vois Thibaut qui applaudit Mathieu et j'applaudis avec lui, bien sûr, sa nomination et son élection chez ADN Tourisme, mais il pourra en parler tout à l'heure. Allez, Beaune, c'est un territoire moi, que je connais assez bien puisque je suis né à côté de Beaune et j'ai grandi sur la route des Grands Crus. Donc je connais bien le territoire. Ce qui m'a toujours frappé à Beaune, c'est la combinaison, dans le fond, de facteurs qu'on rencontre sur ce territoire. Il y a beaucoup de territoires qui disposent d'un grand monument, d'un vignoble ou d'une gastronomie de qualité. Et dans le fond, Beaune concentre l'ensemble de ces facteurs. D'abord, le premier facteur, on le comprend, c'est un facteur historique. Tout le monde a entendu parler des hospices de Beaune, avec en gros 450 000 visiteurs par an. Ces hospices constituent un véritable totem touristique et ils racontent à eux seuls déjà l'histoire de l'hospitalité, l'histoire patrimoniale, l'histoire de la solidarité et puis également l'histoire du vin, et on comprend que l'histoire du vin est un sujet important dans cette destination. Bref, je crois, moi, que peu de monuments incarnent aussi bien l'identité d'une destination, une identité inscrite dans une temporalité longue. Le deuxième facteur, c'est bien sûr le vignoble. Et il ne s'agit pas uniquement des vins, mais l'inscription des climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est tout un paysage culturel qui a été reconnu. Les parcelles, bien sûr, mais aussi les murets. Tu sais, ces petits murets en pierre sèche qu'on voit lorsqu'on se promène dans la région. Les villages, les savoir-faire, les relations entre l'homme et son territoire. Bref, cette reconnaissance change profondément, je crois, le regard changé sur Beaune. Et j'aimerais donner une petite citation de Bernard Pivot, qui un jour a écrit: En Bourgogne, quand on parle d'un climat, on ne lève pas les yeux au ciel, on les baisse sur la terre. Et je trouve que c'est assez illustratif de ce que Beaune est devenu. Et puis le troisième atout, le troisième facteur, c'est l'accessibilité. Hein. On sait bien que c'est un sujet central en matière d'attractivité. Et Beaune, bien sûr, est desservie à la fois un nœud autoroutier. Alors on peut dire, bien sûr, en termes d'impact, on pourra en reparler, mais l'A6, la 31, la 36, une desserte TGV et puis un lieu de passage entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Bref, c'est un carrefour des mobilités et c'est un lieu, je crois, presque unique, en tout cas sur le territoire français. Donc, c'est tous ces éléments qui constituent, à mon sens, l'attractivité beaunoise. Et moi qui suis Dijonnais de naissance, je dois dire que l'attractivité beaunoise fait saliver certains Dijonnais à 40 kilomètres un peu plus au nord. Alors, Beaune est loin d'être une belle endormie, c'est bien sûr tout ce que tu viens de décrire, mais c'est pas seulement ça. Beaune a su renouveler son image, notamment en capitalisant sur la force de ses marqueurs emblématiques. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, ben, j'en ai parlé tout de suite là, hein, les hospices, les climats, la route des Grands Crus, les grands domaines viticoles, c'est un peu une image un peu presque d'épinal de la côte viticole. Moi, je crois que ce qui a entamé Beaune aussi, ce qui est intéressant dans son attractivité, c'est que Beaune s'est penché sur la nécessité de faire évoluer son récit. Et on voit que tous les territoires pensent aux récits qu'ils peuvent raconter, qu'ils peuvent insuffler, qu'ils peuvent transmettre, à la fois aux visiteurs, mais aussi et presque surtout auprès des habitants. Et on voit que la destination de dégustation et de découverte du vin, ben, s'est ouverte à d'autres sujets. Bien sûr, comme dans d'autres territoires, les expériences, la nature, les rencontres, les mobilités douces, etc. Mais on voit qu'ici, le territoire l'a bien compris et on voit se développer
des itinéraires cyclables, des projets VTT dans les Hautes-Côtes, des randonnées, du tourisme fluvial, du thermalisme. Bref, je crois, moi, et là, c'est là l'intérêt, je crois, de ta question, chère Marie, le renouvellement de l'image de Beaune, c'est en gros accompagner une destination de visite à une destination, vers une destination de parcours. Et on voit que là, ça rencontre un succès certain, y compris d'ailleurs en termes de fréquentation du site internet, mais peut-être que Mathieu en parlera mieux que moi tout à l'heure. Tu as évoqué tout à l'heure dans la première réponse les climats et on aimerait bien en savoir un peu plus. C'est quoi le modèle de cité des climats et des vins de Bourgogne? Alors, la Cité des climats et des vins de Bourgogne représente, en tout cas à mon sens, davantage qu'un nouvel équipement touristique. Alors, on a beaucoup écrit, si vous faites une petite analyse comme ça de tout ce qui est sorti dans la presse depuis l'ouverture de la Cité des climats il y a maintenant 3 ans, beaucoup de contempteurs, beaucoup de défenseurs, bref, une vision toujours un peu partiale ou parcellaire. En tout cas, ce qui est intéressant, me semble-t-il en tout cas, c'est une porte d'entrée, une formidable porte d'entrée sur un territoire, à la fois un centre d'interprétation, un outil de désacralisation de l'univers du vin. Et moi qui suis bourguignon, je sais combien le vin peut être un peu trop sacralisé dans la région. Et puis surtout, me semble-t-il, un modèle, et c'est ça qui est intéressant, qui repose sur une notion de réseau. Il y a plusieurs cités des vins qui existent en Bourgogne, avec des succès divers, hein. On va pouvoir en parler, bien entendu, mais je crois qu'aussi c'est une volonté de vivre dans un réseau, de ne pas vivre dans son propre territoire en vase clos. Des autres sites, à Chablis, dans l'Yonne, à Mâcon, en Saône-et-Loire, et puis bien sûr la cité de la gastronomie à Dijon, dont on pourrait beaucoup parler cet après-midi, à la fois en termes d'investissement et de retour sur investissement. Mais je crois, moi, que cette cité des vins, cette cité des climats, comme il en existe un peu partout en France, et bien sûr à Bordeaux par exemple, c'est à démontrer une capacité à devenir une sorte de point de départ, c'est-à-dire pour aller découvrir les climats, rencontrer les femmes et les hommes, séjourner plus longtemps et puis bien sûr explorer l'ensemble de Beaune et de son pays, le fameux pays beaunois. Merci pour ce premier éclairage, Brice. Maintenant, je te propose qu'on se livre à une interview millésime. On tisse le fil jusqu'au bout. Est-ce que tu peux nous parler de l'hospitalité et surtout comment est-ce qu'on arrive à faire de l'hospitalité un véritable marqueur de l'identité beaunoise? Alors, ce qui est extraordinaire à Beaune, d'abord, c'est que c'est une petite ville, hein. Petite ville totalement ouverte vers le monde, sur le monde qui l'entoure. C'est-à-dire que pour une petite ville comme Beaune, et Mathieu pourra donner quelques chiffres, mais il y a près de 60% de visiteurs internationaux. Et les hôtels à Beaune sont remplis presque toute l'année. Un taux d'occupation absolument incroyable pour une petite ville de quelques dizaines de milliers d'habitants. Donc ça veut dire que l'hospitalité est, à mon sens en tout cas, un véritable marqueur de l'identité touristique beaunoise parce que c'est d'abord inscrit dans son histoire. Je l'ai dit tout à l'heure, les hospices de Beaune ont été créés en 1443. C'est un symbole d'accueil, de solidarité, de soins et rappelle notamment ces hospices que la vocation première de Beaune était d'accueillir l'autre. Et moi j'aime bien cette idée, l'altérité. C'est-à-dire qu'avant le vignoble, la vraie culture beaunoise, c'est la culture de l'altérité. Il n'y a pas de hasard, dans le fond, si les deux font si bon ménage à l'échelle de ce territoire beaunois. Je crois que cette tradition se retrouve aussi dans la qualité de l'offre touristique. Il y a une concentration d'offres à la fois hôtelières, et Mathieu pourra donner des chiffres, qui sont absolument gigantesques sur un petit territoire comme ça, une restauration d'excellence et aussi un office de tourisme qui a été le premier dans la région Bourgogne-Franche-Comté à obtenir la marque Destination d'excellence, avec un score, et Mathieu aime le rappeler, de 97,29% sur le pilier qualité. Et puis le troisième élément sur l'hospitalité, je crois que c'est aussi l'hospitalité, ce n'est pas simplement une affaire d'accueil touristique, c'est une manière, si j'ose dire, de faire territoire. Voilà. Et je crois qu'à Beaune, l'hospitalité a initié des coopérations entre les acteurs. On en reparlera dans quelques instants. Les collectivités, les viticulteurs, les restaurateurs, les hébergeurs, les commerçants. C'est pas une vision idyllique ou
un peu, comment dirais-je, un peu infantilisé que j'ai de l'hospitalité bonnoise, mais je crois que ce qui s'y passe est tout à fait intéressant pour, quand on se compare en tout cas, pour s'en inspirer. Enfin, dernier petit point, l'hospitalité passe bien sûr par la personnalisation, et je crois que c'est ce sur quoi aussi Beaune travaille depuis un certain nombre de mois. Faire de l'hospitalité un marqueur identitaire, faire en sorte que chaque personne qui séjourne dans la ville reparte avec le sentiment d'avoir été accueilli et pas simplement reçu. C'est un beau message en tout cas. De l'hospitalité à l'accueil, il n'y a qu'un pas, tu viens de nous l'expliquer très bien. Mais concrètement, comment mieux accueillir à la fois les visiteurs, les habitants et les saisonniers? Comment réussir ce triptyque? Bah écoute, alors là c'est un équilibre, on en a souvent parlé avec Oui. Mathieu et ça fait un peu l'objet d'un focus dans l'article qui a été publié il y a quelques semaines maintenant sur le site de la revue Espace. Mais il est évident qu'à Beaune, l'hospitalité ne concerne vraiment pas uniquement les visiteurs. Voilà. Et je crois que c'est ça qui est intéressant aussi. Bien sûr, l'office de tourisme, la refonte de la stratégie, imaginer un office hors les murs, par exemple. Mais les deux points sur lesquels je souhaite insister, le premier, c'est celui de l'enjeu qui concerne les habitants. Hein. Et je pense que l'idée qu'une destination attractive doit être hospitalière parce qu'elle doit rester agréable à vivre. Et quand on se promène à Beaune, bah, on se rend compte qu'il y a une bonne répartition des flux touristiques. Dans le fond, il y a très peu de ce qu'on pourrait appeler de surfréquentation ailleurs. Il y a le développement des mobilités douces, il y a la valorisation des communes du pays beaunois. Bref, il y a une vraie attention à cette gestion des flux, à cette répartition des flux. Et puis l'autre enjeu qui me semble aussi important, c'est celui de mieux accueillir les saisonniers. Et Dieu sait que dans une région viticole où le nombre de saisonniers est important, il y a une initiative, moi, que j'ai trouvée absolument passionnante quand on en a parlé plusieurs fois avec Mathieu, c'est celui du rapprochement. Voilà, arrêter de faire seul. Et Beaune s'est rapproché, par exemple, de Gevrey-Chambertin, un autre cru qui donne quelques idées. Alors, il fait un peu chaud et on est milieu d'après-midi, mais enfin, ce soir, Ça où on évoque prend quand même. chacun et chacune à la fois une bouteille de Beaune et une bouteille de Gevrey-Chambertin, et on se dira que la France est un pays quand même assez formidable. Et Beaune et Gevrey-Chambertin ont créé un pass saisonnier pour mieux accueillir les travailleurs saisonniers, bien sûr notamment dans le vignoble, mais aussi dans le tourisme. Avec, bah, on le connaît par ailleurs, hein, des guides d'accueil, des offres partenaires, des réflexions sur le logement, etc. Mais je crois que cette dynamique collective à l'échelle d'un territoire et qui va au-delà du périmètre de l'Office du tourisme, c'est aussi une marque que le tourisme, bah, ça transcende les frontières et ça doit aller chercher des bons partenariats, y compris au-delà du territoire administratif. Un bon nombre d'initiatives donc déjà bien menées, ça on n'en doute pas. Maintenant, quels sont les prochains défis pour maintenir cette excellence, notamment de l'accueil à Beaune et dans son pays? Allez, C'est quoi, ben, voilà, c'est quoi les prochains points? et je pense qu'à Beaune, c'est comme dans beaucoup d'autres territoires, hein. Je pense qu'il y a au moins quatre défis. Puis en plus, Mathieu pourra le compléter bien sûr parfaitement, puisqu'il est là depuis plus d'un an, donc il connaît très bien son territoire désormais. Je crois quand même que le premier, c'est celui d'abord des ressources humaines. Voilà. Comme beaucoup de destinations, Beaune connaît des tensions, hein, bien sûr, de recrutement dans tous les secteurs qu'on connaît. Donc, je ne vais pas tous les citer. Mais la qualité de l'accueil, de l'hospitalité dépend bien sûr directement de la capacité à attirer, à former et puis forcément, à un moment ou à un autre, à fidéliser les professionnels, mais à ne pas vouloir les fidéliser contre leur gré. On sait bien que les générations un peu plus jeunes que les nôtres, chère Marie, ont un autre rapport au contrat de travail que ceux que nous avions, nous, à notre époque. Mais je crois que c'est d'abord ça le premier enjeu. Le deuxième enjeu ou défi concerne l'évolution des attentes des visiteurs. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, on le sait, les visiteurs attendent de l'authenticité, de la personnalisation, de la simplicité, de l'expérience. Et je crois que tout ce que Mathieu veut initier, et ce qui a été initié par ailleurs, veut y répondre. C'est-à-dire l'accueil doit évoluer dans ce sens tout en conservant le niveau de l'excellence. Et c'est ça le deuxième enjeu. C'est développer les activités, les expériences en maintenant un niveau de qualité particulièrement élevé. Le troisième défi, c'est celui de l'accessibilité. Et l'accessibilité, on le voit, heureusement, il n'y a pas de Coupe du Monde de football organisée à Beaune, en tout cas sur le territoire, ça fera moins de mobilité aérienne qu'aux États-Unis. Mais je crois que la question de l'accessibilité, c'est une question simple, c'est rendre la destination encore plus accueillante et surtout accueillante
pour toutes et tous. Les familles, les personnes en situation de handicap, les cyclotouristes, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il y a des démarches qui sont engagées, bien sûr, le label tourisme handicap ou accueil vélo, mais je crois que ça va être un autre enjeu singulièrement important pour la destination. Et puis le dernier point, bien sûr, le dernier enjeu, bah, c'est celui de la gouvernance, hein. Chaque office de tourisme s'est doté ces dernières semaines d'un nouveau président ou d'une nouvelle présidente, d'un nouveau bureau, avec des nouveaux élus qu'il va falloir convaincre de l'opportunité d'une stratégie fondée sur un certain nombre de facteurs clés, et surtout d'une stratégie fondée aussi sur une lecture claire du territoire et la capacité à traiter les outils de pilotage. C'est ce dont on parle durant ces webinaires depuis déjà de nombreuses semaines, chère Marie, et je crois, vous en êtes sans doute toutes et tous convaincus, que convaincre les élus, c'est aussi un bel enjeu pour les semaines et les mois qui viennent. Ça, c'est certain. Merci beaucoup, Brice, pour cet éclairage. Mathieu, à nous, on vient de se livrer avec Brice à une interview vignoble et découverte, une interview millésime. Moi, je vous propose d'attaquer une interview grand cru. Alors Mathieu, Beaune souhaite passer d'une logique de fréquentation à une logique de retour sur investissement territorial. Quels indicateurs aujourd'hui vous paraissent les plus pertinents pour vraiment mesurer la contribution du tourisme au développement du territoire au-delà des seules nuitées ou de la taxe de séjour? Comme ça, on rentre dans le vif du sujet. À vous, Eh bien, Mathieu. merci Marie, merci Brice. J'allais dire avec Brice et avec brio parce que je le dis, j'en profite d'avoir la parole, mais je souligne la qualité des articles effectivement qui sont produits. Je le dis pas parce que c'est bon, hein, je le dis parce que j'ai lu aussi d'autres articles et l'exercice est assez intéressant et passionnant aussi en tant qu'interviewé. Et je buvais du petit lait à vous écouter tous les deux parce que vous avez une lecture assez précise et j'allais dire, j'aurais pas fait mieux pour restituer voilà, la destination, ses enjeux et les défis qu'on a à relever demain. Donc, merci et j'invite du coup les spectateurs de la visio à se documenter aussi sur les autres destinations parce que je pense qu'effectivement, ce benchmark est tout à fait intéressant et permet aussi de se projeter peut-être sur des sujets qu'on n'aurait pas identifiés. Donc moi, en tout cas, ça m'a donné envie, l'interview de Brice, d'aller consulter les autres. Donc voilà. Alors, donc pour répondre à la question, Oui. effectivement, voilà, le constat que j'ai fait quand je suis arrivé, Brice l'a dit, mais je suis arrivé il y a un an et demi, donc un an et demi, c'est long et court à la fois. Mais c'est vrai qu'un des premiers constats que j'ai fait, c'était que, effectivement, pour une destination dont le tourisme était le deuxième secteur en termes de poids économique, après le vin, je trouvais qu'on manquait cruellement d'indicateurs. Alors, il existe des observatoires régionaux, départementaux, donc l'idée, c'est pas de refaire ou de faire contre, mais plutôt de faire avec. Mais souvent, en fait, la limite de ces observatoires, c'est qu'ils descendent très peu au niveau de ce qu'on appelle les EPCI, donc des regroupements de communes, on va dire, pour la faire simple. Et donc, bah, finalement, un indicateur sur la Bourgogne, c'est pas la même chose qu'un indicateur sur Beaune qui a son propre, j'allais dire, fonctionnement, presque ses propres clientèles, son propre positionnement. Donc, c'est pas suffisant en fait pour aider à la décision. Et donc, c'est vrai que au-delà, et là, je vais répondre plus directement à la question, mais l'idée, c'était aussi de développer peut-être un observatoire qui soit un peu plus, on va dire, musclé. Voilà, pour dire ça comme ça, qui soit aussi croisé, parce que souvent, ce qu'on s'aperçoit, on édite un petit document hein, qui est plutôt bien fait là, sur les chiffres clés du tourisme. Je ne sais pas si vous voyez bien voilà, mon écran, mais un petit peu ce que font beaucoup d'offices de tourisme aujourd'hui. Mais en fait, quand on regarde ces documents, souvent, en fait, on a les données qui sont ajoutées les unes à la suite des autres, et en fait, on n'a pas forcément de croisement de données. Et moi, je prends souvent cet exemple-là parce que je trouve qu'il est assez éclairant. J'aimerais que demain, on arrive à croiser nos données de fréquentation touristique avec les données de consommation et d'export des vins de Bourgogne, parce que je pense qu'entre les deux, il y a forcément des liens forts.
Et ça peut nous permettre aussi, pourquoi pas, d'imaginer de travailler peut-être davantage ensemble si on a si on adresse plus ou moins les mêmes clientèles. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, le BIVB, donc c'est le bureau des Vins de Bourgogne, ou le comité des Vins de Bourgogne, il s'est renommé ainsi, a ses propres données. Nous, on a nos propres données, et aujourd'hui, on ne les croise pas vraiment. Donc, je dirais qu'en fait, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est plutôt des données justement de consommation, parce que sur la fréquentation, on a aujourd'hui pas mal d'outils, hein. Je pense que tout le monde connaît à peu près Fluvision, voilà, qui permet d'avoir des bornages sur les téléphones mobiles. On a aussi effectivement les données de taxes de séjour. Et justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, même ces données-là, aujourd'hui, on ne les croise pas en fait. C'est-à-dire qu'on a d'un côté la taxe de séjour, d'un côté la fréquentation. L'objectif demain, c'est de croiser et de voir si effectivement, normalement, ça devrait être cohérent, mais parfois, on peut avoir des surprises. Voilà, donc ça, c'est une première donnée, je pense que c'est la consommation. Typiquement, c'est pareil, les restaurants, aujourd'hui, on manque cruellement d'informations sur la consommation dans les restaurants, alors que, bah, par exemple, à Bonn, on a 4 restaurants pour 1 000 habitants, ce qui est énorme, donc c'est aussi un poids économique important, mais qu'aujourd'hui, on ne sait pas du tout mesurer, en fait. Voilà. Et puis, bah, si on écoute les restaurateurs, il y en a qui vous disent ça va, il y en a qui vous disent un peu moins bien, et puis ça dépend de la saison. Bon, voilà. C'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un observatoire. Donc l'idée, c'est ça. Le deuxième indicateur, c'est peut-être aussi, et là je fais écho à ce que disait Brice, pardon, sur le côté social et le côté emploi, puisqu'effectivement aujourd'hui, le tourisme, c'est quand même 12% des emplois de l'aglo, donc c'est important. Et puis, on a la chance d'être dans un territoire qui est largement en dessous du taux de chômage moyen en France, donc, mais c'est quand même un sujet à mesurer parce que malgré tout, il y a une tension hein, sur les emplois, que ce soit les saisonniers ou même les contrats à durée déterminée. Et donc, c'est bien aussi de surveiller ces indicateurs-là parce que ça témoigne aussi de la santé touristique et économique d'un territoire. Voilà. Et puis, peut-être le dernier point aussi, c'est d'avoir, un peu comme disait Brice tout à l'heure sur... Dis-moi, j'arrive pas à dire Brice. Comme disait Brice tout à l'heure, c'est d'avoir un peu cette analyse aussi sur l'ensemble de nos communes, parce qu'effectivement, on est un territoire regroupé, comme beaucoup d'offices de tourisme, hein, et donc, effectivement, aujourd'hui, sur 53 communes, et la consommation, elle n'est pas tout à fait la même à Beaune et dans ces villages viticoles. Voilà. Donc, je dirais, voilà, pour répondre à la question, c'est à peu près ça. Et puis, peut-être le dernier point, quand même, qui me semble très important aussi, et qui répond à un constat identique quand je suis arrivé, mais j'ai pu le constater aussi chez certains partenaires, en fait, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, globalement, hein, je dis globalement et je m'inclus dedans, en tant qu'institutionnel du tourisme, on n'est pas assez bon pour valoriser nos actions, en fait. Et pour dire, bah, par exemple, aujourd'hui, quand je dépense 1 euro sur mon budget, qu'est-ce que ça rapporte, en fait, en termes de retombées économiques, en termes d'euros sur le territoire? Et il y a des sujets où, par exemple, sur la promotion, c'est très difficile de le faire parce que si je prends par exemple la promotion B2B, donc c'est-à-dire que nous, on va aller sur des salons, on va être prescripteur auprès d'agences de voyage, de tour opérateurs qui vont programmer des séjours. Ces séjours vont être vendus après à des clients, hein, des particuliers par exemple, qui vont réserver. Mais le particulier, il ne va pas dire j'ai réservé grâce à l'office de tourisme, puisque l'intermédiaire, là, il est bien, enfin, nous sommes bien en amont de la chaîne. Et donc, en fait, toute notre action là-dessus, elle est complètement invisibilisée, alors qu'on met des RH, on achète des stands, on paye des billets d'avion. Donc voilà, c'est aussi, je pense, quelque part, pour les institutionnels du tourisme qui sont dans une période un peu, j'allais dire, compliquée, où on questionne beaucoup les budgets, je pense que ça va être aussi demain très important de mesurer ce retour sur investissement territorial. En un mot, c'est, voilà, je dépense 1 euro, ça rapporte combien d'euros sur le territoire? Des arguments implacables, ça c'est certain. Autre sujet qui est récurrent un peu chez tous les territoires, c'est l'équilibre avec les habitants. Alors le tourisme, ça représente un poids économique majeur à Beaune, on vient de se le Hmm. dire plusieurs fois, et ça reste bien accepté par les habitants aujourd'hui. Mais comment on réussit à préserver cet équilibre dans les prochaines années? Comment on arrive à faire face notamment aux enjeux de logement, de recrutement, de mobilité, et puis aussi d'évolution des attentes des populations locales? Voilà, comment est-ce que rapidement, en 2, 3 minutes, vous Oui. pourriez nous partager des clés? Oui, alors quand même partager un constat parce que bon, on n'est pas dans une logique de surtourisme, mais il y a quand même des sujets.
Si je prends le sujet, par exemple, du vélo et ce qu'on appelle la voie des vignes, hein, donc communément, c'est une route pour les vélos qui passe dans les vignes. Et là, on se retrouve quand même régulièrement confronté, notamment sur la haute saison et dans les villages qui ont une activité viticole importante, à un vrai conflit d'usage entre les vélos et les viticulteurs, hein, qui sont des agriculteurs, donc c'est leur outil de travail. Et donc parfois on a des comportements voilà, qui peuvent les uns et les autres comment dire, pas forcément se rencontrer et parfois même s'opposer. Et donc là, nous, on essaye quand même en tant qu'office de tourisme d'être une forme alors, de médiateur à notre voilà, échelle et très modestement, mais pour sensibiliser effectivement les publics sur le fait que ça reste un territoire vivant, ça reste un territoire d'agriculture. Donc, bien sûr, vous êtes bienvenus pour le visiter, mais il faut aussi quelque part respecter l'outil de travail des viticulteurs et ne pas en fait nuire quelque part à leur travail parce qu'après, effectivement, ça devient compliqué. Donc, il y a quand même ce sujet-là. Donc, nous, on essaye d'être voilà, force de proposition sur comment faire de la médiation, comment faire de la communication. Parce qu'il y a guère à ce niveau-là qu'on peut agir. Mais ça, c'est un sujet. Après, il y a quand même le sujet, on le voit dans beaucoup de villes touristiques, c'est quand même celui des Airbnb, hein. Enfin, on dit Airbnb, c'est le raccourci, mais on va dire de l'immobilier de court séjour. Heureusement, aujourd'hui, voilà, il y a des outils qui sont à disposition des maires. Et là, c'est plus la communauté d'agglo qui fait ce travail-là de sensibilisation des maires par rapport à la loi Le Meur notamment et qui leur permet de réguler. Moi, je suis pas, c'est mon avis hein, de technicien, mais je suis pas contre l'interdiction, mais je suis pour la régulation. La régulation. Voilà, je pense qu'effectivement, il peut y avoir parfois quelques abus et ça peut effectivement, je l'ai vécu, hein, nuire pour l'attractivité. Quand je suis arrivé pour trouver un logement longue durée, dans la ville de Bonn, ça a quand même été pas si simple en fait. Et puis forcément, il y a une inflation des prix, etc. Donc voilà, en termes d'attractivité pour les futurs résidents, c'est pas simple. Et donc, je pense qu'effectivement, l'armada des outils qui sont maintenant à disposition des maires pour réguler cette spéculation immobilière, c'est quand même une bonne chose. Voilà. Et puis après, je dirais que, bon, un peu comme disait Brice aussi, c'est le dernier point, parce que du coup, j'avais 3 minutes, je ne sais pas trop combien ça fait, mais bon, bref. J'ai compris dans 30 secondes, C'était, si tu veux. ouais, c'était de développer aussi des circuits VTT. Alors, je le dis parce que c'est pas forcément commun pour un office de tourisme que de faire du développement en fait de sentiers VTT. Ceci dit, on a la délégation de l'aglo qui nous permet de le faire, mais l'idée c'est aussi de proposer une offre parce que cette offre existe aujourd'hui, mais c'est une offre sauvage en fait. Les gens vont faire du VTT parfois sur des parcelles privées. Enfin voilà, c'est pas du tout sécurisé, c'est pas du tout balisé. Donc nous, notre enjeu c'est aussi de proposer en fait finalement aux habitants et aussi aux touristes hein, évidemment des circuits qui permettent voilà, peut-être de développer aussi une nouvelle forme d'économie, c'est ce qu'on espère hein, modestement. C'est-à-dire que si on crée un circuit sur un territoire qui est plutôt agricole et plutôt, on va dire, en baisse régulièrement démographique ou même d'activité agricole, l'alternative de proposer du développement de circuits VTT peut faire que voilà, il va y avoir peut-être une petite boulangerie qui va se créer pour proposer une offre de snacking, un gîte, évidemment accueil vélo, et développer peut-être une nouvelle forme d'économie, voilà, en parallèle d'une économie agricole qui a parfois tendance à malheureusement baisser sur ces territoires, voilà, et qui sont magiques aussi parce que c'est des territoires qui offrent des vues exceptionnelles au-delà des classiques, on va dire, climat. C'est aussi une autre vision du territoire et c'est intéressant de la valoriser. Absolument. Donc, créer un nouvel écosystème vertueux. Mm. Euh, Mathieu, vous avez parlé tout à l'heure de mesures, de données, d'observatoires territoriaux partagés. Vous avez aussi parlé d'élus, de maires. Justement, comment cette nouvelle culture de la mesure peut permettre de transformer les décisions des élus, des professionnels du tourisme et des acteurs économiques. Et comment Beaune, dans ce cadre-là, devient une sorte de territoire pilote en matière de gouvernance touristique. Alors, en revanche, on essaie de faire court dans la réponse, cher Mathieu. C'est passionnant. Ouais, Voilà, on a un timing, donc ok. le sujet est vaste. Peut-être un ou Ouais. deux exemples rapidement pour qu'on puisse en faire le tour. Ouais, ouais, bah, très rapidement. Mais moi, j'aime bien utiliser le mantra parce que je trouve qu'il est assez parlant.
et Brice me rejoignait assez là-dessus sur la donnée comme bien commun. Voilà, je pense que ça dit Ouais. tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut effectivement que les institutionnels et les professionnels du tourisme au sens large et les acteurs du tourisme au sens large, y compris les élus, s'emparent de la donnée parce qu'on voit qu'effectivement, c'est devenu un enjeu de développement. Alors pour les élus, c'est effectivement un outil d'aide à la décision, hein. Ça peut leur permettre de faire des choix politiques, par exemple sur des investissements, des nouveaux investisseurs, etc., de leur donner peut-être davantage de billes, hein. Aujourd'hui, pour faire une étude de marché sur un nouvel hôtel, je ne sais pas trop comment il fait parce qu'il n'y a pas vraiment de données. Justement, pour les pros, c'est aussi un moyen de, bah, à la fois d'étudier le marché, puis aussi d'adapter leur stratégie commerciale, notamment sur les clientèles, par exemple. Et puis pour l'office de tourisme, c'est aussi un moyen, à la fois peut-être ici l'office de tourisme a un rôle un peu différent parce qu'il peut être aussi quelque part celui qui produit de la donnée. Je pense notamment à l'IA aujourd'hui où on a un enjeu et moi l'enjeu aujourd'hui, je pense que par rapport à ces nouveaux bouleversements, pour un office de tourisme, il est davantage d'être dans la production de données presque plus que dans la valorisation, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, elle nous échappe, hein. Demain, qui sait s'il y aura toujours des sites internet à l'ère de l'IA, mais par contre, on aura toujours besoin de la donnée. Donc moi, je déplace légèrement le curseur en disant, OK, on est toujours dans la diffusion, mais il faut aussi mettre un grand pied dans la production. Voilà. Et donc, voilà, effectivement, on voit que l'office de tourisme, les élus, les socioprofessionnels, et évidemment les visiteurs, parce que plus l'offre sera qualifiée, plus l'offre sera documentée, plus la donnée en fait, hein, parce que je dis toujours, finalement, quand on fait un acte d'accueil, on délivre aussi une donnée en fait. Voilà, l'hôtel Tartampion qui est situé à telle adresse avec tel tarif, etc. Et donc, plus sera précis sur cette donnée, et plus aussi on sera quelque part, on répondra aux attentes de qualité et d'exigence, parce qu'on est une destination aussi, je pense, où il y a une forte exigence des clientèles. On voit c'est plutôt des clientèles haut de gamme, hein, même si on voudrait aussi diversifier ça. Mais il y a quand même une attente premium, donc il faut qu'on soit aussi à la hauteur de ce côté-là, au niveau des visiteurs également. Super Mathieu, merci beaucoup pour cet effort de rapidité. Oui, j'ai essayé. Quelques minutes. On va voir si Maxime est tout aussi rapide. Maxime Chalumeau de MKG, donc à qui je vais tendre le micro. Alors on va voir si vous êtes rapide, Maxime, mais peut-être Oui, que bonjour. également. Bonjour à Euh, toutes et tous. Merci beaucoup pour ces mots, Mathieu, et je reviens sur un point que vous avez évoqué. Moi, je vais vous parler donc du MKG Score sur la mesure du fait touristique. C'est vrai que l'idée du MKG Score, c'est de le mesurer à un échelon assez fin pour avoir une granularité de la donnée qui est lisible et pertinente et de pouvoir aussi l'objectiver en la comparant avec des territoires benchmarkés comparables pour pouvoir savoir comment une destination s'en sert dans un environnement concurrentiel. Donc là, évidemment, on a parlé de Beaune. Donc, quand on parle de Beaune, on pense à une destination très identifiée, les hospices, la route des Grands Crus, les caves de patrimoine, les événements, l'art de vivre. Autrement dit, une destination dont l'attractivité est déjà fortement installée. Mais moi, je vais vous parler aujourd'hui donc du volet impact, le volet impact du MKG Score, donc qui pose une autre question. Non pas seulement Beaune attire-t-elle, mais plutôt qu'est-ce que cette attractivité elle produit sur le territoire? Est-ce qu'elle génère de l'emploi? Est-ce qu'elle reste soutenable dans sa consommation de ressources? Est-ce que la destination transforme son succès touristique en valeur locale durable? Et pour Beaune, donc cette première lecture de volet impact, elle repose sur deux grands angles, la pression sur les ressources et l'emploi et l'employabilité. Et il faut toutefois rappeler d'emblée que ce volet, donc, il est conçu comme une version évolutive, hein, comme Brice l'a évoqué en début de ce webinaire. Donc les indicateurs qu'on présente aujourd'hui constituent une première photographie objectivée, mais qui seront enrichis notamment sur le développement, les dépenses économiques et les retombées économiques des dépenses des touristes, mais aussi sur l'impact environnemental. Et vous évoquiez aussi, Mathieu, l'intérêt de croiser ces données pour pouvoir avoir une lecture fine. Donc, c'est aussi tout l'intérêt du MKG Score de pouvoir proposer une diversité de lectures. Donc, sur les impacts, le premier renseignement qu'on fait, il est plutôt favorable hein, sur la pression des ressources avec un MKG score à 75 sur 100. Donc, c'est un point important parce que Beaune donc, est une destination touristique intense avec une forte concentration de visiteurs, d'hébergements, de flux et pourtant une consommation électrique liée aux activités touristiques qui apparaît relativement contenue.
donc 16 gigawattheures en 2024, soit 6,7% de la consommation électrique totale, et surtout cette consommation qui a diminué entre 2019 et 2024. Donc c'est un signal intéressant. La dynamique touristique ne traduit pas mécaniquement une hausse sur la pression énergétique. Et autre volet aussi que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, qui concerne l'emploi. On l'a dit, il y a des difficultés d'emploi dans le secteur touristique. Là, on a dressé un score à 58 sur 100, donc avec un niveau assez intermédiaire, donc avec un tourisme qui pèse quand même dans l'économie locale, 12,5% de l'emploi au sein de la communauté d'agglo, contre 7% à l'échelle régionale. Donc c'est considérable et ça confirme que le tourisme est bien un pilier économique du territoire. Mais le ratio emploi généré par visiteur, il reste encore modéré, 2,2 emplois pour 1000 visiteurs à l'échelle de l'agglo. Et ça raconte quelque chose du modèle touristique beaunois, donc des flux, une notoriété, mais une part encore importante de visites courtes et de passages qui maximisent pas toujours la création de valeur locale. Au fond, cette lecture du MKG Score Impact de Beaune, elle est assez claire. Beaune est une destination touristique qui est puissante, mais l'enjeu n'est pas seulement de faire venir, l'enjeu est désormais de mieux convertir cette attractivité en impact maîtrisé, durable et créateur de valeur locale. Et c'est ce qu'on travaille, c'est ce qu'on s'efforce de faire avec le MKG Score. Merci beaucoup. Merci Maxime. Donc on a eu des mots, on a eu des chiffres. Maintenant, je propose qu'on ait des images. Alors pour ça, je vais partager mon écran. Alors je vous demande un peu d'indulgence et je veux bien, Brice, que dès que tu vois l'image apparaître, que tu me le dises, que je n'erre pas seule face à mon écran. Je suis digne de ta confiance. Ah, Allez, alors, la séquence que tout le monde attend, c'est les photos du jour. Et les photos du jour alors, on y proposées vient. par Mathieu. Juste que Émilie me donne, voilà, c'est Oui, bon. j'en avais proposé 5 d'ailleurs, je crois, et qu'on n'en commande que 3. Donc je vais découvrir en même temps, en temps réel, votre Allez, sélection. c'est moi qui choisis, c'est vraiment le fait du prince. Allez, on part avec d'abord cette première photo du domaine Albert Moreau. Alors, vraiment très très rapidement, qu'on respecte le timing, Mathieu. En 1 minute, c'est quoi ce domaine? Et emmenez-nous dans ces paysages. Ouais, mais je trouvais que ça illustrait bien, en fait, comment dire, l'investissement en Bourgogne, hein. C'est-à-dire que, voilà, on voit qu'il y a de nombreux domaines. Il y a aussi celui de la Comarenne à Pomard, il y a le Chevreuil à Morceau. Voilà, on voit que, il y a un vrai respect du patrimoine et j'allais dire à la fois une modernisation aussi pour en faire un vrai, véritable outil de production. Et je trouve que voilà, j'ai visité donc la semaine dernière l'inauguration du domaine Albert Moreau, qui est un domaine de 8 hectares juste sur les hauteurs de Beaune, là, donc qui est dans le village de Beaune, mais qui est absolument magnifique, hein. Donc c'est 10 chambres d'hôtes qu'on peut louer évidemment pour une clientèle plutôt aisée, mais qui sont qui ont été faites dans le respect voilà, du patrimoine et de l'identité bourguignonne, mais dans un esprit moderne. Et ils ont également aussi réhabilité l'outil de production avec les cuveries, etc. Ce qui fait que le domaine est absolument remarquable. J'allais dire, je vous invite à aller sur mon LinkedIn pour voir les autres photos, mais c'est assez fabuleux de voir la capacité, j'allais dire, d'investissement et de réinvention voilà, dans les domaines pour en faire des outils de production et de tourisme. Génial. Alors, la deuxième photo. Alors, attendez, je vais peut-être faire un retour en arrière. Excusez-moi. Hop. Je repartage. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de cette affiche, voilà, et d'un Ouais. événement qui aura lieu le 30 et 31 janvier 2027. Oui, alors il y a deux messages un peu là. Le premier message, c'est que c'est une affiche qui a été faite avec l'intelligence humaine, je dirais, puisque c'est une graphiste qui l'a faite à la main. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se faisait la réflexion avec un ami, j'étais à Bourges le week-end dernier, de maintenant on voit plein d'affiches générées avec l'IA, ça devient un peu atroce, hein, même si on peut faire plein de choses super avec l'IA. On voit des fois un peu les limites. Et là, pour le coup, je trouvais bien de valoriser le travail d'une graphiste
et de valoriser aussi cette fête, en fait viticole, qui est une fête très importante, hein, puisqu'elle draine plusieurs dizaines de milliers de visiteurs chaque année. Donc c'est une fête qui tourne, hein, comme son nom l'indique, en Bourgogne. Et cette année, elle sera donc à Volnay, qui est un superbe village et aussi une superbe appellation, avec un côté un peu particulier cette année, puisque les places sont limitées, vu on va dire, la promiscuité du village. C'est la première fois, donc c'est important de le dire qu'il faut réserver avant d'y aller, parce qu'avant, effectivement, ça restait assez ouvert. Et c'est une fête vraiment familiale, populaire, et qui attire partout dans le monde et qui est voilà, assez géniale à faire et que je recommande à tout le monde. Donc à noter dans nos agendas, mais peu de place, si j'entends bien. Ouais, c'est ça, il faut réserver. Bon, il y a quand même des Allez, places, mais il faut réserver. dernière photo. Alors ça, j'ai hâte d'en savoir plus. Ah oui, bah, c'est bien que vous Sur laissiez le Vanille, c'est qui secret. Vanille? Alors voilà, Vanny, bah, c'est le chien la petite chienne, pardon, de mon assistante de direction. Je trouvais intéressant d'aborder ce sujet pour deux raisons. Parce qu'un jour, elle est venue me voir en disant, voilà, j'ai un problème, je peux pas, je dois faire du télétravail parce que je dois garder ma chienne. Et en fait, c'était intéressant finalement quelques jours après de repenser à ça et d'inverser le problème en disant, parce que effectivement le télétravail est aujourd'hui un peu cadré et le fait de rentrer pour garder son chien n'est pas forcément prévu dans la charte de télétravail. Et donc l'idée, c'était un peu d'inverser la question et de dire, bah, finalement, comment on pourrait faire pour que les chiens puissent venir au travail. Alors, ce qui se fait beaucoup, hein, parfois dans des entreprises privées, mais peut-être un peu moins dans l'institutionnel. Donc, on autorise, enfin, j'autorise du coup le personnel à venir avec son chien quand il veut au travail. Alors, évidemment, il n'y a pas un planning, mais on se dit quand les uns et les autres amènent leur chien pour pas qu'il y ait peut-être de rivalité. Mais ça se passe très bien et ça met une super ambiance aussi au travail. Voilà. Et je voulais dire aussi, puisque comme c'est un chien, on a développé des guides pour les toutous. Donc voilà, Beaune est aussi accueillante et attractive pour ceux qui veulent venir avec leur chien, puisqu'à l'office de tourisme, on propose un guide dédié. Super, merci beaucoup pour ce partage. Alors, est-ce que j'ai bien... Ouais, c'est OK, pardon. Voilà, donc après ces quelques photos, on fait un petit point timing. Il est 16h54, donc c'est un petit peu juste peut-être pour qu'on prenne des questions, en tout cas en live. Ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions pour Mathieu, pour Brice ou pour la rédaction de la revue Espace, je vous invite à nous les envoyer par mail et bien sûr on transmettra et on vous assurera d'avoir des réponses à ces questions. Mais comme ça, on respecte ce timing qui est un peu limité. Il est 16h54. Brice, va falloir que tu sprintes toi aussi avec un chiffre que tu souhaitais mettre à l'honneur aujourd'hui, c'est 40 degrés. Oui, c'est D'abord, de quoi on va parler. 40 degrés à l'ombre. Alors, ça va rappeler des souvenirs à certains de ma génération, les après-midi d'été quand on était enfant et quand on s'ennuyait à regarder France 3. Mais au-delà du 40 degrés à l'ombre et de ce souvenir télévisuel, c'est la réalité climatique qui nous rattrape, bien sûr. Et à Beaune, comme sur l'ensemble de la Côte d'Or, quand il y fait chaud, il y fait véritablement chaud. C'est un site de cuvette. Et 40 degrés à l'ombre, ce n'est plus un événement exceptionnel, c'est un signal qui oblige les destinations touristiques à se réinventer. Et moi, j'ai été assez frappé pour parcourir le territoire français depuis de très nombreuses années, bon, comme partout, hein. On en parle beaucoup, mais dans le fond, on va commencer à agir parce qu'on est au pied du mur. Et pour Beaune, cette chaleur rappelle que le vignoble est en première ligne face au changement climatique. Et depuis plusieurs années, les vendanges sont de plus en plus précoces, hein. Avant, c'était au mois de septembre, maintenant c'est fin août. Peut-être qu'on va encore remonter, peut-être que ce sera mi-août, peut-être début août. Les épisodes de sécheresse plus fréquents, les viticulteurs qui adaptent progressivement leurs pratiques, la gestion de l'eau, le travail des sols, la préservation de la biodiversité, ou encore, bien sûr, hein, ça existe, des cépages expérimentaux. Bref, je crois moi que ces 40 degrés à l'ombre, ça nécessite de réfléchir à la façon dont on veut transformer aussi les pratiques touristiques. Et je pense que là, tout ce que vient de nous dire Mathieu montre que 40 degrés, ça n'est pas simplement une donnée météo. Je crois dans le fond que c'est un indicateur de la transformation profonde du tourisme. Et me semble-t-il, les destinations qui sauront conjuguer adaptation climatique, qualité de l'accueil et préservation du patrimoine,
Aller visiter des caves, c'est vachement bien quand il fait chaud parce qu'il y fait frais, c'est comme le cinéma, seront probablement les grandes destinations de demain. Et je crois, à titre personnel en tout cas, que Beaune dispose de nombreux atouts pour relever ce défi, à condition bien sûr d'en faire un véritable projet de territoire. Et ça, ce sera la capacité de Mathieu à convaincre ses élus. Super, merci Brice. Bon, vous l'avez compris tous aujourd'hui, notre objectif, c'était pas de vous livrer des recettes miracles, loin de là, mais c'était de vous exposer des vraies trajectoires territoriales avec des chiffres, avec des succès, parfois un peu d'échecs, en tout cas des signaux d'alerte. Celui que Brice, en tout cas, vient d'éveiller en est un. La revue Espace, elle est fière, avec Brice Dution donc, et MKG, de vous dévoiler depuis presque un an ce dispositif spécial, pardon, que nous avons conçu à 360 degrés. On vous l'a raconté. Il y a à la fois un parcours éditorial complet avec donc des publications mensuelles, un numéro spécial qui sortira à la rentrée au mois de septembre, des webinaires thématiques trimestriels comme celui qu'on vient de vivre aujourd'hui et un événement qui se veut un peu plus spectaculaire, un apéro bouclage, alors spectaculaire mais convivial, hein, Vangelis l'a rappelé tout à l'heure, pour fêter tous ensemble la sortie de ce numéro spécial, se rassembler, échanger, parce que pour nous, c'est clé. Donc le 8 septembre prochain, notez cette date dans vos agendas. C'est la date à laquelle on célébrera tous ensemble l'arrivée de notre Tour de France. C'est pas fini, le meilleur reste à venir, n'est-ce pas, Brice? On vous donne rendez-vous d'ici quelques jours, semaines. On est en train de travailler d'arrache-pied pour livrer les derniers articles de ce Tour de France, puisqu'on en a 9 aujourd'hui. L'objectif, c'est d'en avoir 12 en septembre. Nous attendent notamment des étapes à Lourdes, à Plaine Commune et à La Réunion, car on ne peut évidemment pas ignorer l'outre-mer qui nous est cher. Merci à tous. Je laisse la parole à Brice, avec qui j'ai eu encore une fois beaucoup de plaisir à animer ce webinaire. Merci, cher Marie, merci Mathieu de m'avoir autant cité, mais surtout d'avoir répondu avec autant de talent aux questions de Marie. Pour vous dire simplement, ben, d'abord qu'on est très heureux d'avoir animé ces webinaires avec Marie. On espère qu'il y en aura d'autres à l'occasion de l'année 2026-2027. Et je vous rappelle simplement ce que disait Bernard Pivot au sujet des climats de Bourgogne. Alors, on peut regarder les climats en pointant le ciel. Je pense qu'aujourd'hui, l'une des leçons, c'est quand même regarder le sol, regarder la terre, et puis regarder aussi celles et ceux qui y vivent. Et je crois que c'est aussi ça qui attend les professionnels du tourisme. C'est le cœur de leur métier, c'est l'altérité, c'est l'attention aux autres. Donc voilà, je crois que c'est aussi ça qu'on veut défendre avec l'ensemble de la méthodo et puis l'ensemble du Tour de France. C'est aller rencontrer les acteurs. Moi, je suis très heureux d'avoir rencontré plein d'acteurs aussi passionnés que passionnants, aussi différents selon les territoires. Là, j'ai pris mon petit vélo et j'ai, comme Paul Sexas, franchi quelques cols pour aller rencontrer Lourdes. Bon, je suis retourné dans la plaine pour aller juste à la frontière de Paris, plaine commune. Il me reste à franchir les océans pour aller à La Réunion, mais j'espère que ça ne sera pas trop émetteur de dioxyde de carbone. Donc, je prendrai un petit voilier et puis j'espère que j'aurai fini l'article à temps. En tout cas, cher Marie, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Et puis, surtout, bel été et profitez bien Merci. des quelques vagues de fraîcheur. J'espère qu'elles seront encore un tout petit peu nombreuses durant les semaines à venir. Merci beaucoup. Merci encore une fois Mathieu. Merci Brice. Merci à tout le monde pour votre participation et rendez-vous dans quelques jours pour les articles et le 8 septembre pour notre soirée apéro bouclage chez MKG. Bel été à tous. Merci infiniment.